Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes vous saluent bien et vous invitent à une revue de l'actualité, mais aussi à faire plus amplement connaissance avec un de nos plus grands romanciers qui a été dans l'équipe des grosses têtes 2 fois seulement, mais nous nous en souvenons et sans doute lui aussi. Mais voici l'équipe. Il appelle un chat et tous les politiciens des fripons. Jean-Jacques Perroni. Il est l'humoriste qui donne bonne conscience aux méchants parce qu'il croit avoir trouvé plus teigneux que Bernard Mabille. De ses longues escapades maritimes, il ne lui reste qu'une casquette. Pierre Bellemare. Son talent est unique, mais il a le même coiffeur que PPDA. Jacques Balutin. Il avait fermé le portillon de sa vie privée pour ne plus entendre le crissement du billet de 500 francs. L'euro va lui redonner une jeunesse sexuelle. Jean-Pierre Coff. Et notre invité d'honneur, qui possède au plus haut point l'art de mélanger ses histoires personnelles et l'histoire contemporaine, Jean d'Ormesson. Oui, Jean d'Ormesson, je pensais avec émotion à un enregistrement qui ne date pas d'hier, où vous voisiniez dans cette émission avec Edgar Faure, Maurice Reims et Jean Dutour. C'était les grosses têtes académiques. Oui, je me rappelle très bien. Je me demande si j'avais pas raconté des histoires de paix. Oui, des histoires effrayantes de paix. C'est d'ailleurs une tradition que nous avons souvent reprise en pensant à vous. Mais oui, mais comment jamais, aucun paix n'est jamais livré sans qu'on ait une pensée pour moi. Mais vous avez l'humour volontiers flatulent ? Oh, je crois que je mets l'humour un peu partout, vous savez, oui. Alors pourquoi pas au fondement même. Mais peut-être qu'à l'Académie, parfois, on se relâche. Oui, ça arrive aussi. Est-ce que vous pourriez encore écrire un roman qui se déroule en quelques jours dans la France profonde et sans personnages connus ? Oui, on pourrait. Mais enfin, vous ne le faites pas, vous préférez brasser... Vous savez, on peut... Ce qui est bien avec le roman, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi, il n'y a pas de règles. Il y a peut-être des règles, mais... on ne sait pas lesquels. C'est ce qui est difficile dans un roman. Oui, alors j'ajoute que dans Voyez comme on danse, qui est un joli titre, très gai, alors que le livre raconte un enterrement pendant 400 pages, hein, tout se passe pendant l'enterrement. Absolument. Enfin, tout revient durant l'enterrement. Absolument. En un mot, tout se passe en 3 heures au même endroit qui est un cimetière. Et à propos des gens qu'on voit passer devant la tombe, on passe dans le monde entier et dans tout le siècle. Et il y a du beau monde, hein ? Ah, il y a tout. Ah oui. Il y a des crapules aussi. Il y a des crapules aussi. Il y a même Hitler, hein ? Il y a Hitler, il y a la mafia, il y a à peu près tout ce qui a marqué dans le siècle, dans les 3/4 de siècle précédent. L'habit d'académicien permet-il de rester vert plus longtemps ? Bon, vous savez, je me demande si ce n'est pas chez vous. Et je crois que j'étais candidat à l'Académie, que j'avais raconté l'histoire des 2 académiciens qui se rencontrent. Et l'un dit à l'autre, comment va notre confrère un tel ? Et l'autre dit, oh, à moitié gâteux. Et le premier dit, ah, il va mieux. Il y avait une autre version de la même histoire, c'est la question est de savoir si on élit les académiciens parce qu'ils sont gâteux
ou s'ils le deviennent parce qu'ils ont été élus. Michel Audiard avait aussi abordé le problème, mais à sa façon, en disant la littérature est un domaine privilégié puisque c'est le seul secteur d'activité où l'on puisse continuer à travailler en étant complètement gâteux. Oui, mais ça, c'est pas entièrement vrai, hein? Non, comment? Mais naturellement, c'est pas entièrement vrai. Voyons. Il y a de gâteux à l'Académie que votre serviteur. Tous les autres sont en parfaite forme, je peux en témoigner. Est-ce que vos rapports avec Dieu s'améliorent? Il a été très indulgent avec moi et je le lui rends bien. Oui, mais vous n'en êtes pas à la boutade de Jules Renard qui, lorsqu'on lui parlait de Dieu, disait nous nous connaissons, nous nous croisons, nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas. J'ai une passion pour Jules Renard, je l'aime beaucoup. Mais moi j'ai une autre formule, qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui est d'un rabbin, qui est ce qu'il y a de plus important, c'est Dieu. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Oui, mais c'est une jolie formule. Moi je crois qu'il faut faire semblant de croire à Dieu. Même s'il n'existe pas, parce que ça lui fait tellement plaisir que... Hein? Ça fait plaisir à lui et à nous, surtout. Ce que j'aime pas, moi, ce sont les rapports un peu obséquieux que les gens se croient tenus d'avoir avec lui. Hein? Mon cher Philippe, si nous nous mettons à parler ici du problème de Dieu, nous en avons pour un petit bout de temps. Et peut-être qu'il vaudrait mieux choisir une autre tribune. Êtes-vous fier que la piscine de Bernard Pivot porte votre nom? Oui, très fier. Je dois beaucoup à Bernard Pivot, j'aime beaucoup Bernard Pivot, et je suis très triste qu'il ne soit plus là. Et enfin, il va revenir quand même. Non, mais parce qu'il a dans sa propriété du Beaujolais une piscine qu'il a baptisée de votre nom parce que, a-t-il expliqué, il avait pu la faire construire avec les indemnités que vous lui avez versées lorsqu'il est parti du Figaro, dont vous étiez à l'époque le directeur. Mais oui, c'est vrai. Et vous voyez que quand on dit qu'il m'invite tout le temps parce que nous sommes intimes, c'est pas très vrai. Je l'avais mis à la porte du Figaro. J'avais mis à la porte du Figaro 2 personnes l'une est Jean-Marie Roire, que j'aime beaucoup. Et qui est entré à l'Académie. Et l'autre est Pivot, que j'aime beaucoup aussi, et à qui j'ai... puisque je l'ai mis à la porte, il est devenu illustre et célèbre. Vous lui avez rendu un grand service. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, ce livre qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive trace le personnage d'un héros. Et le mot, pour une fois, est adapté. C'est un vrai héros. Un héros dans la vie militaire, un héros dans la vie sentimentale. Il se prénomme Romain. Alors bon, on a essayé de l'identifier par exemple à Romain Gary parce que il a touché un peu à l'aviation militaire, il a été très proche du général de Gaulle, qu'il a rejoint à Londres. Mais il n'y a pas une seule clé, il y a tout un trousseau. Il y a un personnage réel derrière, que j'ai connu, que j'ai aimé et connu. Et s'il entrait ici, je vous assure qu'il vous frapperait. Il y a des personnages comme ça, vous savez, qui traînent tous les gens derrière eux. Les enfants, les femmes, les hommes, les chiens, les chats, tout le monde, il arrivait et tout le monde avait une espèce de sentiment de sympathie. Et les dames aussi, qui l'adoraient. Oh, alors les dames... Il y avait je ne sais combien de veuves à son enterrement. Oui, hein. oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais c'est vrai. Elles n'étaient pas toutes d'ailleurs de la première jeunesse, hein? Oui, il y en avait de tous les âges. Vous dites quelque chose à propos de l'enterrement, vous dites tout le monde aimait Romain, moi aussi j'aimais Romain, c'était la fête à Romain, il était mort, tout le monde l'aimait. C'est la règle, on aime les morts, ils ne vous font plus de mal, ils ne vous font plus d'ombre. Oh, ben vous savez bien ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui meurt. Tous les journaux, quand je vais mourir, tous les journaux qui me traitent de sale con ou de petit imbécile me tresseront des lauriers. Je vous donne rendez-vous à cette époque-là, vous verrez. Quand on meurt, tout le monde est toujours très très content. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord, la tradition commence à se perdre quand même.
on voit maintenant régulièrement, après la mort des personnes, des biographies monstrueuses sur eux, hein, qui apparaissent. Alors, autrefois, c'était pas le cas. Mais maintenant, vous avez on dit tout sur un acteur de cinéma, par exemple. Je prends un exemple parce que ça m'avait frappé. Monsieur Gary Grant meurt, et un an après, on dit des tas de saloperies dans un bouquin sur Gary Grant. Je veux dire, et ainsi de suite. Bon. On écroule les images volontairement, quand même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout fout le camp. Oui, c'est vrai. Même ça. Même cette sorte de faux respect qui était dû à la mort n'existe quasiment plus aujourd'hui. Hein. Alors, nous nous souvenons de la vocation culturelle des grosses têtes et pour vous proposer d'identifier cette citation envoyée par M. Rabot de Bordeaux, qui a dit « L'homme peut supporter des tremblements de terre, des épidémies, des maladies horribles. Il peut endurer tous les tourments de l'âme, mais la tragédie la plus terrible qui puisse s'abattre sur lui est celle de la chambre à coucher. » Jean d'Ormesson. C'est bien. Non, mais un grand romancier aussi. Académicien. Non. Décédé. Oui. Après avoir fait d'ailleurs beaucoup d'enfants. Hervé Bazin. Non. Avant ça? Oui, c'est avant Hervé Bazin, et je peux vous dire qu'il n'est pas de chez nous, mais ça l'empêche pas d'être un grand romancier. Dostoïevski? Non, mais on sera Tolstoï. Tolstoï. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale, mais aussi de Jean d'Ormesson. Il y avait un type comme ça au début du siècle, je crois que c'était Bonnie de Castellane, qui avait épousé une dame très riche. Et américaine, et dont il n'était pas fou. Et quand il faisait visiter sa maison, vous connaissez l'histoire, et quand il arrivait à la chambre à coucher, il disait « Et maintenant, la chapelle expiatoire ». Les grosses têtes avec Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Pierre Bellemare, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot et l'invité d'honneur, Jean d'Ormesson. Alors la deuxième citation envoyée par Madame Deroche de Groslet, qui a dit « S'il suffisait de s'asseoir en lotus pour obtenir l'illumination, toutes les grenouilles seraient Bouddha. » Magnifique. Et c'est quelqu'un que vous avez bien connu, Jean d'Ormesson. Qui est mort? Mort, avec lequel vous avez travaillé. Emmanuel Berle. Non. Caillois. Non. Aron. Non. Je cherche avec qui j'ai travaillé. Mauriac. Non, alors, il n'était pas de la grande académie, mais je pense que... Goncourt. Non. Et vous avez travaillé avec lui dans la presse. Lazareff. Non. C'était un journaliste et pas... Et c'était un journaliste, mais c'était aussi un essayiste, un écrivain. Philippe Bouvard. Blondin. Non. Il avait même un poste important dans un magazine où vous donniez des éditoriaux. Pauwels. Louis Pauwels. C'est Louis Pauwels. C'est une bonne réponse que j'attendais quand même. Oh, dites donc, j'ai retrouvé des souvenirs du Figaro, pas au temps où vous le dirigiez, puisque j'en suis parti trop tôt pour que vous me mettiez à la porte, oui. Mais... Je n'aurais pas manqué de le faire. En un temps où le directeur, le tout-puissant Pierre Brisson, avait le même parfum que vous, cette fameuse eau de Lanvin. C'est lui qui me l'a appris. C'est vous? Oui. Ah oui. Absolument. Et alors là, vous dites que Pierre Brisson avait un bureau qui embaumait l'eau de Lanvin, et en fait, c'était tout son sillage. Je veux dire qu'on savait qu'il était là parce que dans le hall du journal, on commençait à sentir le parfum. Dans l'ascenseur, c'était intenable. N'est-ce pas? Hein, vous voyez que tout est vrai. Ah, tout est vrai. Vous voyez que tout est vrai. Oui. Et inattendu, souvent. Hein. Et alors, est-ce que je peux aussi attirer l'attention, je crois que c'est page 247. Je parle... Non, attendez, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que j'ai écrit ce livre. Parce que je crois que Philippe Bouvard, vous recevez aussi les hommes politiques. Oui. Qui en général n'ont pas... C'est très mélangé ici, vous savez. Alors, ce public, les gens que vous recevez sont mélangés. Mais rassurez-vous, c'est désinfecté, là. Oui. D'accord. Sans ça, je ne serais pas assis. Et
les hommes politiques, vous savez que le propre, c'est qu'ils n'écrivent pas leurs livres, ce qu'on peut comprendre. Mais quelquefois, ils ont la prudence de ne pas les lire. Et alors, on entend à la radio des interviews stupéfiantes de politiques où on leur dit, vous avez dit à telle page ceci et ceci. Ah, dit le type, ah, attendez, laissez-moi réfléchir. Ah, oui, peut-être, oui. Non, alors, je crois que c'est pas... Mais vous prenez les devants, vous dites ce qui est intéressant, c'est à la page 247. Je crois que c'est la page 247. Je l'ai sous les yeux. Est-ce que c'est là que je parle des ruines de New York, en disant que New York ferait de belles ruines? Peut-être que je me trompe. Enfin, c'est dedans, c'est dans le livre. Alors c'est pas. Non. C'est pas là. Je me trompe. Je me trompe pas. Vous voyez, je suis si éloigné de mon livre que je ne sais même plus la page exacte. Mais je parle quelque part des ruines que pourrait faire New York. Vous parlez aussi du bunker d'Hitler, et là vous avez l'air d'avoir eu des confidences de première main, hein? Ah, mais tout ce que je dis est vrai. Peut-être pas que mon héros, qui s'appelle Béchir, lui tend le pistolet, mais tout est vrai. Le nom du valet de chambre d'Hitler est exact, le nom de tous les personnages sont exacts, toutes les heures sont exactes, et il s'est suicidé avec un Walter 765, je crois. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est qu'il lui est tendu par un de mes personnages. Alors, comme vous êtes aussi, il y a des moments qui sont loin d'être perdus, le chroniqueur de l'actualité, je me réjouis de vous associer à cette revue quotidienne qu'on fait de tout ce qui se passe en France et ailleurs. Par exemple, la présentation par Laurent Fabius du prochain budget. Là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les romanciers qui racontent des histoires. Hein. Il prévoit une très belle croissance. Enfin, il tient compte de rien. Hein. Il vit sur une bulle. Et donc, tout va aller pour le mieux dans la meilleure des économies. Vous savez que vous avez parlé tout à l'heure quand j'étais directeur du Figaro. J'avais envie, quand j'étais directeur du Figaro, j'avais envie de faire une rubrique où on aurait rappelé 3 mois plus tard, par exemple, tout ce qu'avaient dit les hommes politiques et peut-être aussi tout ce qu'avait écrit la presse. Et il me semble que ça aurait été très amusant de rappeler régulièrement ce qui avait été dit et ce qui s'était passé. Alors on verra ce qui va se passer. Et également les promesses et comment elles ont été tenues. Absolument, absolument. Alors bon, les premières réactions, il y a Monsieur Sellière du MEDEF qui dit c'est irréaliste, Monsieur Le Pen du Front National qui dit c'est délirant. Il voit pas ça d'un bon œil, lui. Enfin, personne n'est d'accord sur l'optimisme qui a l'air de prévaloir. Mais Philippe, il est obligatoire. Si Fabius était arrivé en vous disant « Alors, je ne crois pas à la croissance, au contraire, elle va être négative, etc. » Mais ça aurait été une cata absolue. Ils ont le devoir d'y croire. En ce moment, tout particulièrement. Voyons. Non, mais d'après Monsieur Laurent Fabius, il faut faire confiance à la consommation des ménages. Et c'est vrai qu'on a noté ces derniers temps des achats de conserves, d'extincteurs, de casques. De casques, de sucre, de pâtes, d'essence. Je crois que le gouvernement recommande, je le signale comme ça, amicalement, d'acheter mon livre. Ne vous laissez pas... Ne vous laissez pas aller au pessimisme. Si vous pensez que la croissance va être de 2,5 l'année prochaine, achetez, voyez comme on danse. C'est même un des rares investissements qu'on puisse conseiller aujourd'hui. Absolument. Et d'ailleurs, ça sera prochainement remboursé par la sécurité. Alors la population française vieillit. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on a un certain âge. C'est amusant parce que moi aussi. Oui. Et elle se concentre vers le sud. Et vous aussi. Et moi aussi. Hein? Oui. Mais je vous dis, je suis le Français type. Je vieillis comme la population, je me concentre vers le sud comme la population. Ce qui est un petit peu normal, parce que on va vers le soleil, la chaleur... Oui. Il n'y a personne qui va en Auvergne. Ça se rapproche du sud, là-bas aussi. Mais ce vieillissement de la population et cet exode vers le sud ne constituent pas des phénomènes entièrement nouveaux, puisqu'on vient de retrouver dans les Pyrénées-Orientales les mandibules d'une dame qui vivait il y a 450 000 ans. C'était la mère de François Bayrou. Totavel. Vous vous rendez compte, 450 000 ans. Oui, c'est bien. C'est ce qu'on appelle les anciennes familles. Très anciennes. Les vieilles familles. Oui, plus anciennes que la vôtre encore.
Oui. Mais elle avait des problèmes de respiration. Non, de ratige. On a retrouvé son dentier ou pas? Bah oui. On a retrouvé des mâchoires où il n'y avait plus grand-chose. Elle avait tort, parce qu'elle avait peur de disparaître. Eh bien, vous voyez, non. Une spectatrice de moins pour Sevran. C'est vrai que l'hospice a rouvert ses portes à France Bleu. Et pendant ce temps-là, il y a un vieillard vietnamien, mais un contemporain, il vit toujours, qui se refait des dents de lait à 95 ans. C'est étonnant, ça, c'est le rouleau de printemps. Ça. Oui. Dites donc, on prend les nems et on recommence. Bon, vous êtes, Jean d'Ormesson, soucieux de votre apparence physique, qui d'ailleurs est très, très satisfaisante à l'œil nu. Gentil. Oui, par exemple, je me suis laissé dire que vous demandiez que les photos qui figurent en exergue de vos chroniques soient changées et qu'on prenne les plus avenantes. Vous avez un regard là-dessus? Écoutez, je crois qu'il y avait des photos de moi qui faisaient peur de temps en temps. Alors je voulais pas que ça éloigne quand même les lecteurs. Et puis il y en avait une autre. Ce n'était pas une question d'avenante, mais il y en avait une autre où je crois que c'était au moment de la guerre du Golfe. Vous voyez, ça pourrait marcher maintenant aussi. Où j'étais absolument hilar. Alors j'annonçais des catastrophes, des morts, etc. Et puis on voyait ma photo rigolard, comme ça. Alors il fallait un peu de cohérence, peut-être, n'est-ce pas? Alors à propos de rigolade, je pense que vous appréciez Jean-Yann, qui est un de nos sociétaires, provisoirement éloigné. Et nous avons maintenant une coutume, à l'enseigne de Arrêt-sur-Son, nous repassons, entre guillemets, des petits enregistrements qui ont provoqué à l'époque une douce hilarité. Et alors, vous allez l'entendre là, Jean-Yann ne rate pas la correspondance lorsque il réécrit une lettre aux Corinthiens. Bien, cher frère, j'étais venu ici dans l'intention de vous lire une lettre de Saint Paul adressée aux Corinthiens. Mais le temps me faisant défaut, je ne pourrais pas vous lire toute la lettre adressée par Saint Paul aux Corinthiens, et je me contenterai de vous lire la fin de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Veuillez agréer, chers Corinthiens, l'expression de mes considérations distinguées. Ça, c'est l'humour si particulier et irrésistible de notre ami Jean-Yann. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses grosses têtes Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Pierre Bellemare, Jean-Pierre Coff et Jean d'Ormesson, l'invité d'honneur. Oui, je vous demandais si vous étiez très soucieux de votre apparence physique parce que il y a dans les magazines en ce moment des articles au terme desquels on s'aperçoit que il y a de plus en plus d'instituts de beauté pour hommes et que les hommes sont de plus en plus clients de ces officines. Vous-même, vous avez un institut où vous êtes habitué? Alors, je jure que non. Non. Je ne vais pas dans les officines. Il n'y a pas de quoi. Mais Jean, vous êtes un peu naturiste, par contre. Naturiste? Un peu. Ah oui, oui, oui. Alors, moi, je me souviens d'une vieille tour à Saint-Florent, où j'étais au mouillage, et vous aussi, d'ailleurs, avec Maurice Reims. Je me baigne tout nu. Et vous étiez dans le plus simple appareil. Je me baigne tout nu. Oui, comme le président de la République. Oui. Ah ben non, il se baigne même pas, lui, il est sur le balcon. Mais c'est curieux, je suis moins photographié que lui. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'apparition du chef de l'État dans le plus simple appareil? Bon, le plus grand bien, pourquoi il se promènerait pas tout nu, cet homme? Mais là, il se promène pas, il est sur son balcon. Oui, vous savez, moi je suis tout nu ailleurs que sur mon balcon, hein. Pas à l'Académie. Non. Enfin. Chiche. Non, mais il y a des moments où vous aspirez à ce retour à la nature et au suprême dépouillement. Alors, écoutez, je crois d'abord que je n'ai pas mis de souliers depuis 4 mois. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à en remettre.
beaucoup de mal. En juillet ou septembre, j'ai pas mis de souliers. Je me suis beaucoup promené tout nu, oui, sûrement, oui. Mais sans affectation, sans crainte non plus. Mais je ne vais pas dans les... Non, je vais de temps en temps chez le coiffeur, j'ai le droit, ça, non? Oui, bien sûr. Non, mais parce qu'il y a des onguents, il y a des crèmes. Pas d'onguents, pas de crème. Le nettoyage du visage, Monsieur Coff, non. Vous avez dû procéder déjà à ça? Un nettoyage de peau. Il en avait fait une gueule à se nettoyer le visage, c'est vrai, oui. Ah oui, vous allez nous le fâcher. Pas aperçu encore. Suivi d'un petit massage revigorant. Ah, des massages revigorants, ça, on m'en fait quelquefois. Mais, mais pas dans des officines, figurez-vous. Vous vous les faites faire chez vous? Mais chez moi ou ailleurs. Ah non, mais moi je me fais faire des massages chez moi. Je me rends quelquefois à domicile. Ah, vous vous rendez à domicile? Mais c'est vous qui massez, là. Ah, parce que vous livrez en ville? Oui, je livre en ville, oui. Quant à s'occuper de mon visage, je me lave plutôt le derrière, le visage. Pourquoi vous vous en servez? Je souhaite répondre à cette question. Je n'y verrai aucune objection, mais personnellement, non. Nous sommes restés très simples. Nous formons à nous, avec nos petites obsessions pipi-caca, ce que vous avez connu en son temps sous la rubrique de l'Université des Annales. C'est très bien, c'est une chaîne, en somme. Alors, on pose la question à propos de véritables enquêtes sur les mœurs contemporaines, de savoir s'il faut se tutoyer. Se tutoyer dans les entreprises, notamment. Vous vous tutoyez beaucoup à l'Académie? Oui, on se tutoie, oui. Oui. Moi, je tutoie assez facilement. Mais quand c'est quelqu'un de très âgé, de... Alors là, je tutoie automatiquement. Ah, automatiquement. Oui, de toute façon, il s'en fout, il n'entend plus. D'ailleurs, moi non plus, alors. Alors, je ne sais pas comment... Vous tutoyez facilement? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, moi non plus. Non, beaucoup de mal. Non plus. On est démodé, donc. Oui, on peut pas. Il y a des choses qu'on peut pas faire. On peut pas tutoyer Jean d'Ormesson, quand même. Je me vois pas tutoyer Monsieur d'Ormesson. Ça me viendrait même pas à l'esprit. Mais regardez Karl Zéro, qui est une grosse tête depuis quelques mois. Mais ça, c'est une affectation. Oui, c'est volontairement. Et c'est un fonds de commerce. Oui. Il a institué... Je crois qu'il est un des rares que je vous voirais. Non pas par mépris, mais je ne le connais pas suffisamment. Ah oui, mais il connaît pas, mais il tutoie pour... Oui, mais il demande si on peut tutoyer. Oui. Et l'homme politique se laisse avoir à ça et se laisse tutoyer. Madame Voynet n'a jamais voulu se faire tutoyer par Zéro. Voilà, attendez, on tutoie Dieu, on peut bien tutoyer Voynet, non? Oui, mais on ne tutoyait pas le président de la République, M. Mitterrand. Non plus. Ah, il n'y a pas de gloire à tutoyer Robert Hue, les communistes, savez comment tu vas, camarade? C'est tout. Dans cette enquête, on rappelle que à une personne très proche de lui qui disait à Mitterrand, est-ce que je peux te tutoyer? Il a répondu, comme vous voulez. C'est très bien. On n'a pas gardé les cochons à Vichy ensemble. Ça me paraît une excellente réponse. Mais on dit aussi que dans la rue aujourd'hui, le dialogue est parfois surprenant, puisque... Ouais, donne-moi ton portable. Là, il tutoie, voyez. Non, le gamin dit au policier qui l'interpelle, « Toi, tu ne me touches pas. Oui. » Et le policier répond, « Monsieur, calmez-vous. » Vous voyez que... les règles de la politesse ont considérablement évolué. Mais je crois qu'il y a quand même des circonstances où le tutoiement s'impose. Oui, dans la colère. Toi, tu as fermé ta gueule, sale con. Oui, ça sort naturellement. Le tutoiement est plus bref que le vouvoiement. Oui, ça va plus vite. Certain, ça va plus vite. C'est dans des situations dramatiques, oui. dans un dîner ou un truc comme ça. On donne des ordres. Ce qui est très étonnant aussi, c'est lorsqu'on retrouve, comme c'est mon cas de temps en temps, le camarade de régiment. Moi, je me souviens même plus qu'il est camarade de régiment. Je n'ai aucune mémoire. Vous, c'est des zouaves. Et alors, cette personne que je rencontre donc pour la première fois depuis 50 ans me dit « Comment vas-tu ?» Et là, ça me surprend toujours. Eh ben, dans ce cas-là, faut pas être contrariant. On vous tutoie. Vous tutoyez, on vous embrasse. Vous embrassez. Oui. Non, mais je vais pas plus loin. Non, quand même pas. Vous savez, il y a un texte de Chateaubriand dans les mémoires d'Outre-Tombe sur ce problème. Il raconte que quand il rentre à Paris après, pendant la Terreur, il voit sur une porte d'un magasin, ici, on se tutoie.
et on se traite de citoyen. Fermez la porte, s'il vous plaît. Et cette question de Madame Natier de Dieppe, pourquoi le droit romain de Jos Osculi, Je crois que c'était Jos Randal. non, permettait-il au chef de famille d'embrasser sur la bouche toutes les femmes de sa maison? Pour voir si elles avaient mangé de l'ail. Eh bien écoutez, c'est presque ça, mais pour vérifier qu'elles n'avaient pas... Embrasser d'autres... Non. L'haleine, mauvaise haleine. Ben, qu'elles n'avaient pas fait ce que Elles n'avaient pas fait une gâterie à un des... On retrouve l'atmosphère de... Elle n'avait pas péché. Qu'elles n'avaient pas mangé les jours où il fallait jeûner. Non, surtout qu'elles n'avaient pas fait ce que vous faites. Vous. Elle n'avait pas bu du vin. Elle n'avait pas bu de vin. Mais c'était pas oui. comme des jeux de pelle. Parce que mes mères avaient pas liché, quoi. Voilà. C'est ça. comme vous dites. Je vois ça. Maintenant, quand on embrassera quelqu'un, on dira « Ah, vous avez vu du Bourgogne, ça doit être du Montrachet. » Alors ça, c'est très curieux. C'est l'apparition dans le recouvrement des créances de ce que des confrères ont intitulé la stratégie de l'humiliation. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais payeurs, il y a des entreprises qui veulent recouvrer leurs créances. On ne leur envoie plus des gros bras ou des diplomates, on leur envoie des gens qui se présentent chez eux, tout de noir vêtus, avec un chapeau haute forme, et qui leur font honte publiquement de leurs dettes. De la même façon que dans les clubs anglais où il y a des mauvais payeurs, on affiche à la porte du club la liste des mauvais payeurs. Mais attendez, mais c'est en France ça avec le... Oui, alors ça commence à acclimater ça en France. Mais c'est des Espagnols, non? Mais attendez... Comment? Pas des Espagnols au départ qui font ça? Non, ce sont des... Ah mais si, des Espagnols, vous avez raison. Et ils ont une grosse valise où il y a marqué... Recouvrement de créances. Oui. Exactement. Mais attendez, trouve vous ça m'envoyez deux honteux. guignols en chapeau haute forme devant ma lourde, je paierai pas, c'est eux qui sont ridicules, c'est pas moi. Non mais tout le quartier est au courant. Et alors, la belle affaire? On se fout des racontars. De toute façon, le quartier a déjà reçu votre feuille d'impôt, donc c'est très bien. Oui. Ah c'est vrai. S'en foutez. Alors, nous allons avoir au bout du fil quelqu'un que vous aimez bien, cher Jean d'Ormesson. C'est Jean Dutour. Mais oui. Bonjour allô, Jean. Allô, je suis là, j'entends mon petit confrère chéri. Vous avez... Ah, ils sont pas que Dieu l'habille, ils sont de la jaquette aussi. Vous avez donc votre ami Jean d'Ormesson au bout du fil. Bonjour Jean. Bonjour mon petit, tu vas bien? Très bien, je suis content de t'entendre. Ah bah moi je suis content de te lire, voyez comme on danse. Hein. Ah bah tu es gentil. Ah bah dis donc. Vous avez été bluffé là, hein? Pour une fois qu'on tient un bon auteur, on ne le lâche pas. Merci Jean. Et je vais te vous voyer, tiens. Ah oui, ça sera très bien. Et vous savez, c'est d'autant plus rare qu'il s'interdit d'habitude de lire et de dire du bien des auteurs vivants. Il a rudement raison. Ah bah oui. Oui, parce que sinon on n'en finit pas. Alors, monsieur l'académicien Dutour, à qui demande Madame Rondeau était destiné le prix Patouillard que décerne chaque année, que décernait, je ne sais pas si on a maintenu la tradition, l'Académie française. Est-ce que ce n'était pas quelqu'un qui avait des grandes qualités et qui ne brillait pas par le talent? Ça existait, ça. Il y avait un prix comme ça, disant des qualités morales qui ne sont pas soutenues par un talent suffisant. Est-ce que ça n'était pas la fille d'un officier supérieur n'ayant pas eu un bureau de tabac? Non, c'est vrai qu'il y avait un prix aussi pour cela. Non, Rosière. Il y a eu un prix pour les rosières, mais ça n'était pas celui-là. Alors c'était un prix de dévouement? Un prix de dévouement. Ah oui, pour une pauvre domestique qui était restée au chevet de son vieux maître malade. Exactement. Voilà. On rit comme ça, mais c'est émouvant. C'était un prix remis aux domestiques méritants. C'est une bonne réponse de Jean Dutour. Bravo Jean. Il sait tout, Jean Dutour. Ah oui, tout. Bah, Patouillard, j'ai un peu deviné, là, quand même, parce que je savais qu'il y avait un prix comme ça qui n'existait plus. Alors, la deuxième question vient de Poitiers, où habite Monsieur Félix. Pourquoi le cheval du général Leclerc fut-il fusillé par les Allemands en juin 1940? Il avait un cheval. Oui. Le cheval. À Saint-Cyr.
Parce qu'il avait donné une ruade à un officier allemand. Exactement, il l'avait tué d'une ruade. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo Perroni. Ça prouve que la famille Leclerc et ses environs étaient déjà résistants. Hein. Oui. Voilà, bravo pour le canasson. 10 sur 20, mais avec tous les honneurs de la guerre. Hein. Oui, puis merci Jean Dutour et à demain. Hein. Je vous embrasse tous. Une question sportive de Monsieur Maury de Sète. Qui eut l'idée de la cloche pour annoncer le dernier tour dans les courses sur piste? Coubertin? Non. Jacques Godet? Non. Un cycliste? Alors, il se trouve que c'était un homme qui dirigeait le vélodrome Buffalo et qui a laissé d'ailleurs un nom dans la littérature. Buffalo Bill? Le vélodrome Buffalo. Oui, aux États-Unis. À la Croix de Berny. Près de Montrouge. À Montrouge. À Montrouge, je crois que c'était. Ça s'est terminé avec des courses de stock-car, le vélodrome Buffalo. Et pourquoi? Parce qu'il a écrit quoi? C'était un humoriste, mais qui était, comme vous, passionné par le sport cycliste et qui gagnait aussi sa vie en dirigeant un vélodrome. C'est en quelle année, ça, Philippe? Ça se passait entre les deux guerres. Un chansonnier? Non, c'était un humoriste, un auteur dramatique aussi. Il a écrit des pièces de théâtre? Oui, enfin, il n'en a pas abusé. Encore joué? De temps en temps, mais pas beaucoup. Hein. Mais en revanche, souvent cité parce qu'il avait l'art de la définition. Tristan Bernard? Tristan Bernard. Bravo. Eh oui, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et vous saviez pas ça, monsieur Balutin? Non, je ne savais pas que Tristan Bernard faisait du vélo. Mais vous voyez que c'est un sport qui conduit à tout. Une question de protocole pour Jean d'Ormesson. C'est monsieur Paul qui la pose. Oh, pauvre monsieur Paul. Comment rentrer dans un tunnel? Oui. Quand un maître d'hôtel annonce-t-il que mademoiselle est servie? C'est une comédienne? Quand la dame est très vieille? Non, c'est vrai qu'on dit mademoiselle à une comédienne. C'est pas une dame? Non. C'est quand la maîtresse de maison elle a pris un bon coup dans le potiron? Je sais pas, je cherche. C'est un plat, mademoiselle? Non. Non. C'est quand la dame est très très vieille. Non, c'est pas une dame. On a dit qu'on l'appelait. Coco Chanel? Non. C'est vrai que on l'a appelée mademoiselle jusqu'à la fin. Mais non, là, c'est un cas de... dans la monarchie? Non, pas du tout. Non, ça peut se passer chez des bourgeois. Après qu'on ait dit le Notre Père? Non. Quand c'est l'anniversaire de la jeune fille de la maison? Non. Son mariage? Pour le mari? Mademoiselle est servie. Ça résulte de la situation familiale, évidemment. Aux fiançailles? À la communion? Quand la petite est orpheline? Oui, mais j'aimerais que vous explicitiez davantage. À l'enterrement des parents? Oh, non. C'est quand il sert la viande froide? Quand c'est la sœur de la maîtresse de maison, qu'elle est plus âgée, qu'elle préside? Non. Le jour où la jeune fille de la maison a son premier amant. Ça serait une jolie coutume. C'est le jour où elle vieille coutume de nos provinces. On dirait pas d'ailleurs mademoiselle est servie, mais mademoiselle a été déjà servie. C'est le jour où elle succède à sa mère, car sa mère vient de disparaître. Exactement. Le maître de maison est un homme seul, veuf, qui vit avec sa fille. Et donc, c'est à elle que revient l'honneur de présider le dîner. C'est une bonne réponse du professeur Bellemare. Que Jacques Lang promette des heures de Corse à l'école, dans l'île de Beauté. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean d'Ormesson? Ça vous paraît normal? Moi, je suis dans ce domaine comme en beaucoup d'autres. Je trouve tout à fait légitime qu'on apprenne le corse et je ne trouve pas nécessaire que ce soit obligatoire. Voilà. Mais on doit pouvoir le faire si on veut. Bien sûr, les gens qui ont envie de le faire, il faut leur donner tous les moyens de le faire. Évidemment.
Ça se fait en Bretagne, les gens n'ont jamais réclamé. Il y a les écoles en breton, bilingues. Ils ont beaucoup réclamé pour y arriver. Non, c'est pas vrai ça. Non, ça a été une longue bataille. C'est le Berrichon qui a pas beaucoup réclamé. C'est vrai, les langues du Nord n'ont pu... L'Alsacien, par exemple, bizarrement, ne réclame pas. Ils n'ont pas besoin, ils parlent tous. Ils le parlent tous. Ils le parlent tous. Mais le ch'timi, il n'y a pas d'école en ch'timi. Non, en provençal, non. La Languedoc, il n'y a pas d'école non plus? Dans la Languedoc, il y en a. Ah, si, en Languedoc, il y a. Oui, absolument. Il y a une rentrée littéraire qui est particulièrement importante. Hein. Vous avez vu, vous devez recevoir un nombre considérable de bouquins. Et sous la couverture de Gallimard, il y a un titre étonnant. C'est Le Slip. Vous n'avez pas vu ce livre? C'est Bigard. Le Slip. Ça doit être torché. C'est l'histoire. Écrit par Jules Caleçon. C'est l'histoire d'un homme. Quelque chose là-dessous. C'est l'histoire d'un homme qui, dans un autobus, tombe amoureux de la jambe gauche d'une jeune femme. Pourquoi? Elle est unijambiste? La droite, il s'en fout. Mais la gauche, alors, le met dans un état de transe. Et ça fait combien de pages, ça? Si elle était unijambiste, c'est un bouquin qui aurait fini au pilon. Bon, enfin, on le lira, puis on vous en parlera vraiment. Dans Le Slip chez Gallimard, c'est dans la collection jaune ou marron? Ça peut pas être la Pléiade, il y en a que deux, vous savez. Alors, le 22 octobre sera la 41e journée internationale du bégaiement. Alors, pour parler de ce oui, qui ça se répète, c'est normal. Un véritable handicap social, hein, parce que c'est... Il n'y a qu'à appeler Perrin. J'ai au bout du fil Darry Cole. Ah, bah oui, mais il bégaye pas, Darry. Bonjour Darry Cole. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, dites donc, ça va, vous bégayez pratiquement plus maintenant. Ça s'est arrangé pour vous, le bégaiement. Ah bah ça fait plusieurs années que je bégayais pratiquement plus. Vous en avez même fait un métier, une source de revenus au début de votre carrière. Sans le vouloir, non, mais c'est parce que non, le bégaiement, d'abord je zézayais beaucoup plus que bégayais. Comment vous expliquez le bégaiement? Le bégaiement, je crois que ce sont des êtres super sensibles, super délicats, supérieurs. J'ai été très supérieur aux autres, bien sûr. Pendant des décennies. Et alors, mais enfin, de toute manière, mieux vaut être un bec connu qu'un professeur de diction méconnu. Oui. De toute manière, mais les becs sont des êtres très... Quand deux becs se disent bonjour, et ils mettent plus de temps à se dire bonjour et à demander de leurs nouvelles que met le TGV pour aller de Paris à Marseille, à mon avis. Alors comment vous vous êtes guéri de ce bégaiement? La volonté, il faut, c'est un effort, c'est se dire que d'abord c'est mal élevé de bégayer parce que ça ralentit la vie des gens. D'une part, et puis ou alors au théâtre, on ne fait pas comprendre, et alors voilà, il faut baisser le prix des places. À mon avis. Mais les bègues sont des êtres très, très timides, je crois, à la base. Ah bah oui, c'est ça. Mais est-ce que ça rendait plus difficultueux vos travaux d'approche auprès des dames? Oh oui, parce que ça, déjà que nous sommes timides, ça augmente la timidité. Ça la fait résonner, et alors les mots se bousculent, et puis on pense à tellement de trucs à la fois, on veut pas déplaire, un bec déplaît fatalement, il fatigue, au bout d'un certain temps, et on sent que là, on crée un remous nauséabond, qui n'est pas, je m'exprime bien, merde, vous avez entendu? C'est pas bien. Donc on fait l'effort colossal, et puis ça passe petit à petit. Et puis les notes de téléphone s'en ressentent, hein? Ah, bah évidemment. Ah, bah bien sûr que oui. En tout cas, je vous chapeau, j'ai remarqué que dans vos rubriques journalistiques, vous ne bégayez pratiquement plus. Non, mais il m'arrive de me répéter. Ah bon, d'accord. Bon, merci Darry Cole, vous êtes un bel exemple de rédemption par la volonté et par le théâtre. Bravo. Je vous remercie, bonne soirée. Il paraît que François Bayrou bégayait. Oui. Et il s'est soigné. Bon, c'est dommage, parce qu'il avait plus de choses à dire à l'époque. Ouais. Vous savez comment on récolte la papaye? Avec une foufourche.
Non, mais Francis Perrin, qui fait partie de notre équipe, a eu des problèmes de bégaiement. Il y a aussi, paraît-il, une façon de s'en sortir qui consiste à chanter. Il paraît qu'on ne bégaye plus dès lors qu'on chante. Mais il y a beaucoup de comédiens qui bégayent et qui ne bégayent plus quand ils sont en scène. Alors comment ils savent leur texte, ils bégayent pas. Ils bégayent pas. Dans votre livre, Voyez commandant, Jean d'Ormesson, j'ai trouvé une étrange petite histoire qui concerne les services secrets américains, donc qui est tout à fait d'actualité elle aussi. Vous parlez d'Edgar Hoover, qui était un des pontes du renseignement, et vous faites dire aux mafieux qui jouent un grand rôle dans votre livre qu'ils ne redoutent rien de ce puissant personnage, qu'ils le tiennent à leur merci. Absolument, ouais. Tout ça, Et pourquoi ils le tiennent à leur merci? Tout ce que je raconte sur la mafia est absolument exact, et ils le tiennent à leur merci parce qu'ils ont une photo de Hoover en guêpière avec des bas de femmes, des barésies, et je sais pas, peut-être une plume dans le derrière, je ne sais pas. Enfin des trucs qui pour nous seraient tout à fait insignifiants, mais qui en Amérique pas insignifiants, courant. Courant, oui, vous m'avez vu souvent avec une plume dans le derrière, mais en Amérique ça se oui, mais vous c'est pas grave, je trouve que vous soyez en guêpière, mais c'est Bouvard, c'est très rigolo. Vous le verriez au bois. Il tient pas sur ses talons. Non, au bois, d'après Jean Dutour, je mets un costume de Mickey. Oui, et donc, il était prisonnier de ceux qui auraient pu dévoiler ses turpitudes. Une des héroïnes de mon livre, qui est la maîtresse de Romain, dont on a parlé tout à l'heure, a été la maîtresse de Luciano. Et Luciano est un personnage extraordinaire qui était le chef de la mafia de New York. Tout le monde connaît Al Capone qui était à Chicago et Luciano était à New York. Et c'est lui qui était en prison et qui a organisé le débarquement américain en Sicile. C'est tout à fait historique. Et une histoire que j'aime bien, c'est que Luciano avait fait tuer son prédécesseur qui était italien aussi. Et pour le tuer, il n'était pas question d'engager des tueurs italiens parce que le prédécesseur les connaissait tous et il avait eu l'idée d'engager des tueurs juifs, des gangsters juifs. Et l'histoire qui m'a paru très belle, c'est que on a décidé de tuer le type un samedi parce que c'était un week-end et que le week-end la garde était moins forte. Mais quand on a engagé les gangsters juifs, ils ont dit tuer le jour du Shabbat. Jamais. Alors on a été obligé de déplacer le meurtre et on a fixé au mercredi d'après, et d'ailleurs ça s'est très bien passé. Autour de Philippe Bouvard, les grosses têtes, avec Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Pierre Bellemare, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur, Jean d'Ormesson. Question de Madame Roger de Dieppe. Qu'est-ce que Dieu a reproché à Moïse sur le mont Sinaï? D'avoir mangé de l'ail. Non. Il refoulait du goulot. Non. Je crois qu'il l'a embrassé sur la bouche. Ah, ça se peut. Non, Moïse est un des rares à avoir pu s'entretenir avec Dieu. Mais Dieu lui a dit d'emblée... Ah, il n'avait pas amené de stylo pour écrire les tables de la loi? Non, il lui a fait un reproche, dont d'ailleurs Moïse s'est inspiré dès le lendemain. Il a cru à autre chose qu'à lui? Il a douté un peu de son Dieu? Il était mal coiffé, il lui a dit t'aurais pu te donner un coup de peigne avant de venir me voir? Non, de l'avoir trop attendu? Non. À propos de sa croyance? Moïse avait enfreint un précepte auquel Dieu, à l'époque, paraissait tenir beaucoup. Il avait pratiqué l'adultère? Non. Tu ne tueras point? C'est quand il a été chercher les tables de la loi. Il a été chercher les tablettes là-haut? Oui, qu'il les a laissées tomber. Oui, qu'elles sont cassées et tout. Ça, on le voit dans le film. Oui, c'est Charlton Heston. C'est Heston, mais moi je vois pas Charlton Heston et je me rappelle plus du texte. Non, parce que je disais la coiffure parce que Charlton Heston il monte, il est coiffé normalement, il redescend. On dirait un hibou après plein de paille. Il a pris un coup de jus terrible. Ouais. Il est tout blanc en plus. Non, qu'il a mis les doigts dans la prise. Dieu, vous savez, avait des idées assez strictes sur. Ah oui, c'est pas rigolo. Sur l'hygiène, sur. Oui, ça a changé d'ailleurs. Oui. Il s'était pas lavé. Il s'était pas lavé les pieds? Non. Et c'est un reproche divin qui intervenait au lendemain du mariage de Moïse. Il n'avait pas mis de préservatif. Non, mais on se rapproche. Il avait tiré un coup. Il n'avait pas honoré sa femme. Si. Ah oui, mais pas dans le bon sens. Oui. C'était pas retiré à temps. Non. Il avait dit oh mon Dieu au moment fatal. Non.
Alors on se rapproche avec la femme. Avec la femme, on se rapproche. On se rapproche avec le sexe. Elle était le sexe. C'est une histoire de Avec le sexe. position. Non. Il n'avait pas pris la bonne? C'est une histoire d'hygiène, donc. Oui, il n'avait pas suivi... Pas l'eau courante, pas de bidet agérotatif. Il n'était pas circoncis. Voilà, il ne s'était pas fait circoncire avant son mariage. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça alors. Mais c'est marrant. Et alors il lui a dit comment exactement? T'aurais pu te faire couper, grand dégueulasse. Enfin, un truc approchant, quoi. Mais il avait quel âge, Moïse, quand il est monté là-haut? Je sais pas, il venait de... Il venait de quoi? Il venait de se marier. Bon, mettons qu'il ait 20 ans, vous avez circoncire à 20 ans, vous? Dites donc, ça doit faire du mal, le coup Ça de fait rabot. mal, il n'y a pas d'anesthésie à cette époque. Je n'en sais pas lourd sur Moïse, mais j'ai une jolie histoire sur Lot. Vous savez que Lot s'était enivré et que malheureusement, ivre, il avait couché avec ses filles. Il y a un quatrain là-dessus. Un plus court. Je ne me serais pas permis de vous retarder avec un quatrain. Mais il y a un distique. Un distique du chevalier de Boufflers. De Boufflers. Et c'est le poème le plus court de la langue française. Il but. Il devint tendre, et puis il fut son gendre. Ah oui. Mais vous savez que Lot, il errait tout seul dans la vallée du Jourdain et Dieu l'avait puni. Et il lui dit, tu resteras seul et tu seras solitaire. Alors il tient 3 semaines comme ça, puis il craque. Lot sanglote, il est là et il dit, oh Dieu, pourquoi me punir comme ça? Je voudrais au moins, il y a que le désert, il y a que des pierres, il y a rien. Je voudrais quand même avoir quelque chose à qui me raccrocher, à qui parler. Alors là, il y a un éclair et Dieu lui envoie un chien. Et Lot dit, ah, il est joli, c'est agréable, tiens, je vais t'appeler Vinégra, parce qu'en hébreu, ça veut dire fidèle compagnon. Et alors, le chien et Lot continuent à errer dans la vallée du Jourdain, et puis un jour, Lot craque à nouveau, il commence à pleurer, et le chien s'approche, et Vinégra l'échalote. C'est plus moderne, mais enfin bon. Ah, faut l'amener, quoi. Faut y arriver jusque-là. Question de Monsieur Borel de Murol. Pourquoi, sous le régime soviétique, la Maison-Blanche envoyait-elle au Kremlin plusieurs fois par jour des extraits des règles de la Fédération américaine de golf, tandis qu'en retour, les soviétiques expédiaient aux Américains une page d'encyclopédie sur les coiffures du XVIIe siècle? C'était pour vérifier les bonnes transmissions. Oui, c'était pour vérifier que le téléphone rouge, qui était un fax avant la lettre, fonctionnait bien. Bonne réponse de Bernard Mabie. Question de Monsieur Parizeau. Mathématicien et médecin Jérôme Cardan en étudia et dénombra... Il n'était pas garagiste non plus. 58 variétés qu'il avait rangées dans 4 catégories. L'aigu, le grave, le réfléchi et le libre. Le paix. Oui, c'était l'anthologie du paix. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Comme quoi, quand mes cardans font du bruit, c'est tout à fait normal que je les change. Ils vont péter. Est-ce que vous avez déjà, Jean d'Ormesson, pété alors que vous portiez l'habit vert? Non, mais sortez pas vos lunettes, c'est pas là que ça va se passer. Il faudrait que je rassemble mes souvenirs. Mais je crois que la jaquette est fendue à l'arrière. Oui. Je vois qu'il y a de la dispersion. Elle l'est. Elle autorise donc l'échappement libre. Elle l'est, oui. Bon, mais je suppose que ce sont de toute façon des flatulences d'hommes bien élevés. Oh, bah bien sûr. Qui ne sont pas perceptibles. C'était une des histoires que je racontais. C'est un couple danse sur un... dans une grande réunion, et tout à coup la dame se laisse aller et alors elle rougit, elle se penche vers son danseur, elle dit: oh monsieur, j'aimerais tellement que ça reste entre nous. Et le danseur répond: moi madame, je préférerais que ça circule.
Pardonnez-moi, mais c'était un de mes classiques. Ah oui, elle se démode pas, vous savez, celle-là. Hein. Oui, alors, elle vieillit pas. Vous en connaissez une autre sur le même sujet? T'as un type qui est dans le train et il est en face d'un Anglais. Pourquoi un Anglais? On ne sait pas. Et il lâche un de ses bruits. Et alors, très gêné, il fait, vous savez, avec sa main, comme ça. Vous savez, on peut arriver à faire un petit bruit en frottant ses doigts. Alors l'Anglais lui dit « Oh, c'est très intéressant !» Et alors il fait le même petit bruit, et puis l'Anglais réfléchit un instant et dit « Mais comment faites-vous pour l'odeur ?» Ah, je crois, Jean-Pierre Coff, que vous avez trouvé votre maître. Qu'est-ce que vous avez du bol, là, vous devez rigoler. Plus un seul paix ne sortira de ma bouche. Et je regrette que vous ne soyez pas plus souvent parmi nous. Oui, mais vous savez, j'ai pris ma retraite. Oh, sur ce plan-là... non, c'est plus la même qualité. Ça peut durer jusqu'au dernier souffle. Non mais comment vous expliquez que les flatulences alimentent la tradition comique française? Je ne sais pas. Je connais une tradition espagnole, si vous voulez. Oui. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas très loin. C'est un général qui visite un hôpital espagnol. Et alors il visite les malades et il dit qu'est-ce que vous avez, mon ami? Et le soldat répond « Hémorroïdes, mon général ». Ah, dit le général, très bien. Et comment vous la connaissez? Comment vous soigne-t-on? Algodon, mon général. Algodon, vous savez, c'est du coton. Algodon, mon général, Badichon. Ah, très bien. Et quel est votre souhait le plus profond? C'est de guérir vite pour servir la patrie. Le deuxième, qu'est-ce que vous avez? Hémorroïdes, mon général. Comment vous soigne? Algodon, Badichon. Quel est votre souhait? Guérir vite. Le troisième, le quatrième, le cinquième. Quel est votre souhait? Guérir vite pour... Et puis, il y en a un nouveau qui dit, qu'est-ce que vous avez, mon ami? Il dit, mal à la gorge, mon général. Et comment vous soigne-t-on? Algodon, Badichon, mon général. Et quel est votre souhait le plus profond? Qu'on change l'algodon, mon général. Question de Monsieur Blanc de Versailles. Pourquoi, lorsque Michel-Ange exécuta la statue de Jules II, il lui mit une épée dans les mains au lieu de placer un livre, comme c'était la coutume à l'époque pour les pontifes? Parce que le Vatican était en guerre, probablement. Non. Parce que Jules II avait appelé à la croisade? Non. Il savait pas peindre des livres? Non. Non. Jules II était le grand protecteur de Michel-Ange. Oui. Ah, c'était pour taper sur ses ennemis, probablement. Non. Non, il y avait une raison à la fois structurelle et un peu inquiétante, il faut bien le dire. Ça servait de paratonnerre? Ah, c'est bien ça. Non, mais il était en gisant. Non, il était debout. Parce que l'épée. Ça servait de canne. Il mettait son chapeau quand il rentrait le soir? Bon, il a dit que il sait sculpter, il savait pas sculpter des bouquins, puis c'est tout. Non. C'est parce que ça devait occuper un certain volume. Michel-Ange n'était pas en cause là, c'était Jules II. C'est lui qui a voulu l'épée. C'est lui qui a voulu l'épée. À la place d'une crosse. Il était nu et ça cachait le sexe. Mais non, puisqu'il avait l'épée en l'air. Enfin, oui, d'accord. Bah oui. Tu peux avoir le sexe en l'air aussi. Michel-Ange a été obligé de s'inspirer de Jules II, il a pris la pose avec une épée. D'une particularité qui était à l'époque. Parce que Jules II n'avait pas de main, il avait des mognons. Si, il avait des mimines, Jules II. Pas du tout. Non. C'est Jules II qui a pris la pose avec une épée, c'est ça? Voilà. Il lui a imposé d'être représenté avec
avec une épée. C'était un pape guerrier. Il lui a pas mis un livre dans les mains parce que... il savait pas lire. Il ne savait pas lire, Jules II. Il était con, ce Jules II. Jules II ne savait pas lire. Non. Excusez-moi de ne pas avoir pris quelques précautions. Ça va être facile. Cette dure vérité, mais on a eu un pape qui ne savait pas lire. Ça va être facile à replacer. Mais qui était l'ami des artistes quand même, hein, qui avait une bonne réputation. Le premier qui arrive à replacer que Jules II savait pas lire dans un repas, il m'appelle. Ah ça alors non, ça va être quelque chose. Mais vous lirez le prochain roman de Jean d'Ormesson. Il n'est pas exclu qu'on y fasse référence. Je vérifierai avant. Il n'était pas le seul pape, hein. Lui, il lisait pas, mais il y en a d'autres qui étaient pas très brillants quand même. Les papes, ils lisaient pas beaucoup, ils lisent surtout de la bande dessinée, ils adorent les bulles. Au bout du fil, l'auditrice du jour, non, c'était l'auditeur du jour, il se prénomme Dorian Bedel. Et il habite à Sceaux-les-Chartreux, il a 17 ans, il est lycéen. Et il est en terminale littéraire, mais il est aussi comédien. Hein. Vous faites du théâtre amateur pour l'instant. Oui, tout à fait, Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors, je peux me permettre de rectifier, mon prénom c'est Dorian, en fait. Avec votre accent anglais. Oui, le portrait de Dorian Gray. Oui. Voilà. Et vous trouvez encore le temps, avec toutes ces occupations, d'écouter les grosses têtes? Eh bien, en fait, ça fait donc 4 ans que j'écoute activement. Depuis mes 13 ans, je suis tombé sur l'émission un jour par hasard et je ne l'ai plus quitté. Vous m'accompagnez pendant mon goûter quand je rentre de l'école, vous voyez. Et j'éteins la radio qu'à la fin de mon goûter, quand vous avez terminé de parler. C'est pas gentil, parce qu'après, il y a les infos, c'est parfois intéressant, vous savez. Oui, mais moi, je me repose un petit peu après, parce que quand on a bien rigolé pour digérer, ça fait du bien. Ça veut dire quoi, écouter activement? Ah, ça veut dire que j'en perds pas une miette. Bonjour, monsieur Coff. Oui. Bonjour. Vous avez l'impression que nous avons participé à votre développement culturel? Vu le grand nombre d'artistes qui viennent sur votre plateau, bien sûr, mais je sais qu'il y a Jacques Balutin qui est là aujourd'hui. Oui, bonjour. Bonjour, et Dorian. c'est à vous que j'aurais voulu parler, parce que donc, en effet, donc je suis comédien en ce moment, ça se passe pas trop mal pour moi, je joue à Paris en ce moment. Vous jouez à Paris, où ça? Je joue au Bouffon Théâtre, les Fourberies de Scapin pendant 2 mois. D'ailleurs, j'invite toute l'équipe des Grossettes à venir me voir, ça me ferait beaucoup plaisir. Avec plaisir. Et donc, et c'est vrai que de vous entendre parler souvent, puisque vous êtes souvent à l'antenne, ça m'a confirmé des fois les questions que je me posais sur éventuellement cette profession. Et c'est vrai que j'ai toujours... je vous admire, j'ai vu, si je peux me permettre, comme beaucoup de Français, et ça m'avait beaucoup plu, et je trouve que, j'ai pas votre talent, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Non, attendez, le talent, vous l'avez sûrement, ça n'a rien à voir avec l'âge, le talent. Le talent, on l'a ou on l'a pas, le métier s'apprend, mais le talent, on l'a ou on l'a pas. Il l'avait déjà quand il avait 15 ans, je l'ai connu à l'époque, voilà. Et moi j'en ai 17, depuis très longtemps, et j'espère que je pourrai faire une relève assurée. Mais c'est tout le malheur qu'on vous souhaite. Je peux vous dire que si vous faites une carrière comme Balutin, vous ne serez pas souvent au chômage. Non. Merci monsieur, et continuez à nous écouter. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff, Pierre Bellemare, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille et l'invité d'honneur Jean d'Ormesson. Question de Madame Fontaine. Dans l'histoire des Rougon-Macquart, à laquelle Zola consacra 22 ans, je crois, de sa vie, quel est le nom de celle qui fut à l'origine de la tribu, qui épousa Rougon, qui devint la maîtresse de Macquart et qui fut donc la base de cet arbre généalogique qui remplit 20 tomes? Fichtre, je devrais le savoir. Si Jean Dutour était là, il le saurait. Dutour, qu'on soit débarrassé. Je vais vous donner son prénom, Jean d'Ormesson, et peut-être que le patronyme viendra. Adélaïde. Non, je ne sais pas. Adélaïde. Non, je ne sais pas. J'ai honte. Mais ignorer Zola, c'est pas joli, hein? Non, c'est pas joli, c'est pas bien. C'était la marchande de légumes? Je sais pas. Il pose une question, il peut même pas te renseigner. C'est effrayant. Non. Adélaïde Boucheron. Et puis c'est tout. Bon, écoutez, nous allons considérer que personne ne connaît la réponse. Nous allons envoyer non pas un mandat de 1000 francs, mais un mandat de 150 euros à Madame Fontaine, car il s'agissait d'Adélaïde Fouque. Oh, mais je le savais. Oh là là. Vous le saviez vraiment? Non, pas du tout. Ça m'aurait pas étonné de vous, hein. C'est un personnage qui a une vie très courte dans l'œuvre.
Cette question de... Non, mais il a pas la fiche est jetée, la fiche est au panier. Qu'est-ce que tu veux qu'il te... Adélaïde Fourche, il s'aime pas. Mais non, mais il ne répondra pas là maintenant. Il a perdu la fiche. Il n'avait pas marqué sur la fiche. Je vais pas vous dire n'importe quoi sur un sujet que je ne connais pas sous prétexte que vous le connaissez pas plus que moi. Oui, mais on aurait pu en débattre. Une dernière question avant de rendre Jean d'Ormesson à des entretiens plus austères. Ces grands exercices. Question de Monsieur Vérin de Liège, qui a dit « Le mariage, c'est comme le restaurant. À peine est-on servi qu'on regarde ce qu'il y a dans l'assiette du voisin. » Ah, déjà vu. Un humoriste du début du siècle. Alors, du début du siècle, mais il est mort dans les années 60, et il connaissait bien le sujet, le mariage. Il s'était beaucoup marié. Beaucoup. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Eh bien, bonne réponse de Jean d'Ormesson, que je remercie chaleureusement de sa contribution littéraire et hilarante. Merci à tous, bravo et à demain.